Si tu achetais des raisins à Rungis pour faire ton tirage au goût de raisin, là je pense que tu finirais derrière les barreaux. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Allez hop, je vous embarque en Champagne. Parce qu'après tout, c'est une des régions viticoles les plus dynamiques à l'heure actuelle. Les projets pullulent, les cerveaux bouillonnent et les pratiques changent. Tout ça se retrouve dans nos verres pour nous offrir des émotions à l'appel. Et si la presse et les prescripteurs se sont beaucoup fait l'écho de la mise en avant des terroirs champenois ces dernières années, il y a également beaucoup à dire sur ce qui se passe en cave. En juin 2025, dans le cadre du salon Vinop à Paris, j'ai eu la chance de parler d'effervescence avec 3 vignerons et une vigneronne. Delphine Brulé de la maison Louise Brison, Antoine Paillard de chez Pierre Paillard, Aurélien Laherthe et Fabrice Pouillon. Tous ensemble et en public, nous avons essayé de percer les mystères d'une belle bulle et vous verrez que ces 4-là ne s'endorment pas sur leur laurier. Eh bien, nous voilà réunis pour cette deuxième conférence de la journée dans le cadre du salon singulier de Vinop. Et je suis ravi de vous retrouver, le public et tous les 4. Alors, on va parler d'effervescence ensemble pour cette deuxième conférence. Alors, le champagne, c'est finalement un processus assez simple. On fait un vin tranquille, blanc ou rosé, puis on le met en bouteille en y ajoutant des levures et du sucre. La seconde fermentation se fait, dégageant du CO2 qui se dissout dans le vin, et pop, voilà, on obtient un vin effervescent. Alors, plus qu'une version simple, c'est une version simpliste que je viens de décrire. Parce que quand on y regarde de plus près, on constate qu'il n'y a pas une, mais des effervescences. Et je vous propose d'examiner cela avec mes 4 invités du jour que je suis ravi d'accueillir. Alors, tout d'abord, Delphine Brulé, vigneronne auboise de la maison Louise Brison. Aurélien Laherthe, vigneron dans les côtes au sud d'Épernay, au domaine Laherthe. Fabrice Pouillon, vigneron à Mareuil-sur-Ailly, au domaine Pouillon. Et enfin, Antoine Paillard, vigneron au domaine Pierre Paillard à Bouzy. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de participer à cette discussion. Alors, je voudrais qu'on commence par parler de prise de mousse. Avec toi, Delphine, s'il te plaît. Méthode traditionnelle, méthode ancestrale, méthode Charmat, gazéification. La méthode traditionnelle est réputée pour donner les vins les plus élégants. Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion ? Et est-ce une méthode qui permet un contrôle fin de l'effervescence ? Bah oui, je suis d'accord. Bah oui, c'est la méthode qui permet d'être le plus précis dans la naissance de la bulle. On peut contrôler beaucoup de paramètres, on peut choisir ses vins déjà, on va choisir éventuellement ses levures, ses sucres, on peut choisir de faire ses liqueurs de certaines façons. Donc on a quand même pas mal de paramètres sur lesquels on va influencer et qui vont nous permettre après d'être précis dans la destination de la prise de mousse et dans la naissance de la bulle. Donc oui, quand on les compare aux autres types de méthodes, c'est vraiment la méthode qui nous permet d'être le plus précis. Et c'est dans cette précision que réside l'élégance qu'on peut retrouver avec les méthodes traditionnelles, plus qu'avec les autres méthodes ? Alors c'est dans cette précision, mais pas que. Parce que la bulle, elle fait pas non plus toute la magie du champagne. C'est vraiment la naissance de ses vins de base aussi, ses origines, sa complexité, son expression du terroir, puisque l'expression du terroir, elle naît déjà dans la récolte et dans le vin qu'on va en faire. Donc sa précision, c'est comme dans beaucoup de circonstances, c'est une convergence de facteurs qui va nous amener à l'excellence. Et cette convergence de facteurs, elle est née dans la maîtrise de la prise de mousse, qu'on a domptée surtout à travers le 20e. Mais il ne faut pas oublier la naissance de nos vins de base, qui ne sont absolument pas à mettre de côté. Et cette complexité des vins de base fait aussi toute la complexité des vins qu'on retrouvera après à travers le vieillissement. Qu'est-ce que l'effervescence, elle va mettre en valeur dans les vins de base ? Et est-ce qu'elle peut aussi servir à masquer certaines choses ? Non, je ne pense pas que ce soit une baguette magique. Clairement, c'est plutôt un révélateur d'arômes.
Donc c'est une méthode qui va nous qui pardonne pas. Hein. Donc il faut quand même avoir des vins excellents à la base quand on veut faire des excellents champagnes. Moi je pense plutôt que ce qui va vraiment magnifier nos terroirs, c'est le temps. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de cette bulle à travers le temps et quand est-ce qu'on décide de déguster nos champagnes pour leur rendre la plus grande justice. Alors on va revenir sur le temps après, mais d'abord je voudrais qu'on parle de prise de mousse et de facteurs qui permettent de réaliser une bonne prise de mousse. Aurélien, c'est quoi une bonne prise de mousse ? La prise de mousse, au début, elle a été plus que chaotique. Elle a même été en fait créée par l'erreur, par des mauvaises conditions de vieillissement sur les vins. Ça, c'était dans un ancien temps. Aujourd'hui, on a réussi à maîtriser, nous, les vignerons, avec l'aide de la science, de la technologie et aussi beaucoup d'années d'expérience, comment maîtriser cette prise de mousse pour arriver à une pression qui nous intéresse et, comme disait Delphine, qui va magnifier, on va dire, si on peut dire ainsi, les vins de base qu'on y a mis. Et en fait, les bulles, ils sont plutôt support aromatique pour mettre en valeur ces vins-là. Donc aujourd'hui, la prise de mousse, pour avoir toutes les garanties, on va dire, d'avoir un bon résultat. Faut pas oublier qu'en Champagne, on a quand même on est sur des sols argilo-calcaires. Le calcaire, ça va nous donner des vins qui ont des acidités qui sont très typiques à la Champagne. Et cette acidité-là, forcément, c'est pas, on va se retrouver avec des vins où les levures, les bactéries, c'est pas forcément leur milieu d'acclimatation préféré. Donc attention à vouloir, en fait, à essayer de leur donner un milieu qui soit quand même plutôt harmonieux et serein. Donc c'est-à-dire qu'il faut gérer les températures. Je pense que ça dépend des vignerons, mais il y a des vignerons qui vont pouvoir avoir un laisser-prise face à la nature, cette sensation-là, pour se dire j'ai ma prise de risque ou je veux maîtriser à tout prix cette effervescence, cette prise de mousse. Donc pour ma part, j'estime qu'une fois que le produit que le vin est en bouteille, c'est un peu notre objectif en tant que nous, vinificateurs, d'accomplir cette prise de mousse jusqu'au bout. Que les levures soient performantes, c'est-à-dire faire un bon levain. Ensuite, que les températures de période de mise en bouteille, de température en cave aujourd'hui soient plutôt bien contrôlées. Alors contrôlées, ça veut dire pas trop bas, pas trop haut. Aujourd'hui, on était en discussion avec plusieurs vignerons de se dire, on a toujours, en fait, si vous voulez, le travail du vigneron, on voit que ça a toujours basculé d'un extrême à un autre. Il y avait un côté vraiment trop sécuritaire de nos parents, trop industriel, où on chargeait en levure, où on chargeait en température des contrôles. On a voulu se défaire d'un peu de ces choses-là un peu trop mathématiques, si on veut dire. Et aujourd'hui, on arrive à un résultat où de vouloir trop laisser faire, comme on se retrouve avec aussi des fois des maturités un peu trop hautes, des températures en cuverie ou en cave qui sont pas celles qu'on avait connues, on se retrouve avec des fermentations qui sont pas forcément abouties. Et donc là, on arrive avec un nouveau problème. Après, bon, voilà, c'est en rencontrant différents problèmes qu'on s'améliore. Et c'est là aussi la force de la Champagne, c'est que la Champagne, je pense que depuis quelques siècles, elle a connu quelques problèmes, pardon. Et c'est ça qui l'a fait grandir chaque année. Et quelques progrès aussi. C'est par les problèmes qu'on crée beaucoup de progrès. Voilà. Et donc voilà, pour moi, enfin, si on peut résumer, qualité des levures, un vin naturellement sain, pas forcément trop protégé en soufre, des températures qui soient plutôt cohérentes, c'est-à-dire pour un vin entre 12 et 16 degrés. Et puis après, il y a beaucoup de détails après qui vont interférer par rapport à la type de capsule qu'on va utiliser ou si c'est avec une prise de mousse sous liège, mais ça je pense que ça sera peut-être dans une question prochaine. On va sujet un petit peu après. Ouais. Mais ta deuxième fermentation, elle se passe en bouteille. Comment est-ce que tu contrôles sa bonne réalisation et quand est-ce que tu considères que elle s'est bien réalisée? Quels sont les critères de réussite? Finalement, comme tu l'avais dit en préambule, il y a rien de très compliqué à faire des bulles. Hein, si on suit ton raisonnement. Et moi, j'ai tendance à me dire que je suis pas un expert en bulles. On est avant tout vigneron, on fait du vin.
La bulle, encore une fois, c'est le support aromatique du vin qu'on a envie de rendre effervescent. Je suis plutôt d'un parti pris assez sécuritaire pour la prise de mousse. Donc chez nous, pour parler que de moi, mais en tout cas mes 3 autres confrères et amis auront des manières de travailler différentes. C'est une mise en bouteille au printemps où on n'a pas des températures extrêmes, des vins qui ont pris l'air, qui ont connu l'air, qui savent travailler avec l'oxygène, parce que l'oxygène c'est un des éléments indispensables, on va dire, pour la bonne fermentation des levures. Et puis ensuite, l'ajout de la fameuse liqueur de tirage qui va permettre que les levures puissent consommer le sucre d'une manière progressive et durable et continue. Voilà, c'est cette continuité de la fermentation en bouteille qui est pour moi aussi importante. Et est-ce qu'une bonne prise de mousse, c'est une fermentation plutôt rapide ? À partir de quand tu te dis c'est trop long, il y a un problème ? Fort heureusement, j'ai jamais eu trop de problèmes. J'ai des amis qui ont peut-être eu quelques problèmes, mais encore une fois, ça nous sert de leçon. C'est comme sur les fermentations, la première fermentation alcoolique. Chaque vin a son cycle, chaque vin a sa propre énergie. Par exemple, au domaine, on travaille avec du petit mélier. C'est des cépages qui ont une fâcheuse tendance. Moi, je trouve ça que c'est avantageux, mais ça a une fâcheuse tendance à avoir des pH très très bas. Donc là, pour le coup, c'est des vins qu'on va fortement surveiller lors de la prise de mousse, parce qu'on n'est pas certain que les levures vont pouvoir travailler d'une manière très saine et très optimale dans des milieux avec des pH aussi bas. Donc un contrôle, un suivi, on réchauffe un petit peu la cave, et généralement au bout de entre 1 et 2 mois, la fermentation alcoolique en bouteille, la prise de mousse est réalisée. Antoine, je t'ai vu sourire, est-ce que tu veux compléter ? Ouais, c'est plus un retour personnel des 3 dernières années. C'est-à-dire qu'on a fait 2020-2022 qui étaient des millésimes absolument extrêmes, où sur nous, des faces sud de la montagne de Reims, on est monté sur des maturités qui étaient problématiques pour des prises de mousse. C'est un sujet avec lequel on doit aujourd'hui gérer et faire face. On parle de maturité technologique, on parle de maturité phénolique. Sur des phases sud, on arrive très vite sur des maturités à plus de 12. 2020-2022, c'est des 12, entre 12 et 12,8. Pour le vin de base. Pour le vin de base. Ce qui, pour nos amis du Beaujolais, je vois en face de nous, sont pas des maturités qui paraissent extrêmes, mais pour une prise de mousse et pour des levures, c'est absolument extrême. Et on sait qu'au-delà de 13 degrés, les levures ont beaucoup de mal les 13,5 ont beaucoup de mal à terminer. Même si on a des sélections de levures qui sont des levures killers, qui sont capables de fermenter très vite et de manière très efficace, on a quand même des sujets. Et je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là après avec Fabrice qui va l'évoquer, mais on est obligé de s'adapter. Il y a des solutions qui existent pour des prises de mousse un peu différentes, en n'utilisant pas nécessairement, je ne vais pas empiéter sur le sujet de Fabrice, mais c'est un sujet dont on va parler après. Mais voilà, ça c'est quand même une réalité, quoi. Et pour rejoindre ce que disait Aurélien et Antoine, c'est que l'objectif d'une fermentation, je parle même avant la prise de mousse, c'est qu'elle soit terminée. N'oublions pas que le sucre qui est produit par le raisin dans les vignes, c'est un produit qui est instable. Et la fermentation stabilise le sucre en le transformant en alcool et rend nos vins stables et intemporels, et on va pouvoir parler de temps et de vieillissement. Donc une prise de mousse, à l'image d'une première fermentation, elle doit se terminer. Si elle n'est pas terminée, s'il reste des sucres, on a un produit qui est instable et qui peut évoluer dans une manière qu'on ne va pas du tout maîtriser. Et le monde du vin est un monde de maîtrise. S'il y a du vin, c'est parce que l'homme le contrôle. Et donc je crois qu'effectivement, c'est important que la prise de mousse, elle soit maîtrisée, elle soit contrôlée, avec plus ou moins de liberté. Mais l'objectif, c'est qu'elle se fasse en totalité. Et s'il reste du sucre, à un moment, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a 2 notions. Il y a soit du sucre non fermentescible, c'est celui que la levure n'est pas capable de fermenter. Donc celui-là, il peut rester, on s'en fout, il ne bougera pas. Peu d'organismes vont être capables d'aller le dégrader. Donc il ne nous gêne pas. Si c'est un sucre fermentescible et qu'il en reste des quantités importantes, c'est un sujet. Il peut se transformer en acétique, il peut se retransformer en alcool, il peut être dégradé par n'importe quel autre organisme. Et c'est un problème. Et aromatiquement, quand tu as un champagne sec ou un champagne avec 8 grammes de sucre résiduel, c'est pas du tout le même produit quand même. Alors Fabrice, tu nous lances sur le sucre, c'est un bon sujet. Comment est-ce que l'origine du sucre, elle peut influencer l'effervescence ? Et je vais pousser la question un peu plus loin, comment est-ce qu'elle peut influencer le style du champagne ?
Il y a plusieurs sujets. Le sujet principal, sur lequel tu veux me faire aborder, c'est l'origine du sucre. Donc, si c'est du sucre de raisin ou du sucre d'autres origines, c'est déjà sous quelle forme est le sucre qu'on va utiliser. Si c'est du saccharose, c'est une molécule qui est composée de deux autres molécules, qui sont le glucose et le fructose, et qui doit être hydrolysée au préalable d'être fermentée par la levure. Et cette hydrolyse, elle est réalisée au moment où le saccharose est ajouté dans le vin ou que la liqueur est créée. Donc c'est déjà une étape supplémentaire dans notre process de fermentation. Et donc c'est ça, je pense, qui fondamentalement va changer certainement le profil de la bulle et la structure de la bulle dans cette seconde fermentation. Donc c'est pour ça alors c'est pas pour ça, mais c'est en l'occurrence ce que je constate dans l'usage effectivement du sucre de raisin pour cette fameuse deuxième fermentation. Après, l'origine du sucre et surtout l'usage du sucre de raisin a un gros intérêt, c'est cette maîtrise du niveau d'alcool fini qui va nous permettre finalement de modérer le level d'alcool et de permettre à la levure de fermenter plus facilement. Alors quand tu dis que tu utilises du sucre issu de raisin, concrètement tu utilises du mou pour faire tes tirages? Concrètement, c'est du jus de raisin en fait qu'on va conserver de la vendange. Est-ce que tu peux détailler ça, en fait, s'il te plaît? En fait, moi je me suis rendu compte sur certaines parcelles où on avait effectivement des vendanges qui étaient avec des degrés alcooliques régulièrement élevés au-delà de 12,5. On a fait ça pendant plusieurs années, sur une parcelle, puis 2 parcelles, puis 3 parcelles. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en 2018, finalement, toute la vendange est au-delà de 11,5. On va finir à 13, voire plus à chaque fois, quoi. Et avec des problématiques qu'on sait tous, parce que tout le monde nous en a parlé, et ça arrive avec des gens qui font des dizaines de millions de bouteilles, où tu as des prises de mousse qui ne se finissent pas. Et c'est un échec. Et donc tu finis à 13, juste précise, parce que tu rajoutes du sucre. Parce que tu rajoutes du sucre. Le système classique champenois, prise de mousse, tu vas avoir 6 barres de pression, donc tu rajoutes 24 grammes par litre de sucre, donc c'est 6 barres, et c'est 1,5 degré d'alcool que tu rajoutes par le saccharose que tu rajoutes au moment de la mise en bouteille. Donc si tu avais 11,5 dans ton vin de base, tu auras 13 à la fin. C'est ça. C'est ça. Donc tu augmentes le niveau d'alcool par l'apport de sucre que tu fais pour ta prise de mousse. Donc là, l'objectif, il est pas là. L'objectif, il est de faire de la bulle, mais accessoirement, on recrée de l'alcool. Alors ce qui finalement est fondamental dans le process de fabrication du vin, mais là, en l'occurrence, ça ajoute quand même un niveau d'alcool supplémentaire. Et donc dans mon idée, c'était de dire, en fait, finalement, pourquoi rajouter du sucre alors qu'on en a naturellement déjà beaucoup dans nos raisins? Après, c'est comment faire en sorte que si on n'en rajoute pas, on arrive à faire cette double fermentation décalée dans le temps. Donc moi, comment on fonctionne chez nous, c'est on récolte les raisins, alors à un degré relativement élevé, on va conserver une proportion de jus de raisin qui correspond à l'apport de sucre qu'on a besoin pour cette prise de mousse. Donc c'est tout bêtement un calcul, un produit en croix. Une règle de 3. Combien j'ai de sucre dans mon jus, combien j'ai de sucre je veux dans mon mixion et combien il me faut de jus dans mon assemblage. Donc globalement, c'est on va dire entre 10 et 15% de volume que tu vas conserver sous forme de jus de raisin non fermenté, que nous on conserve par le froid. Et ce jus de raisin, au moment de la mise en bouteille, on le remet en fermentation quelques semaines ou quelques jours avant la mise en bouteille pour pouvoir refaire cette prise de mousse. Alors chez nous avec des levures indigènes mais qui sont contrôlées, qui sont maîtrisées, et refaire cette deuxième fermentation avec le sucre qu'on a conservé depuis la vendange. Et ce qui fait que Lavoisier a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on avait 12 degrés à la vendange, qu'on rajoute pas de sucre externe, on fait juste une fermentation décalée dans le temps, on finit à 12 degrés. Donc on arrive à préserver ce niveau d'alcool et à faciliter sur différents aspects, pas seulement sur l'alcool, mais le mou de raisin qu'on va rajouter, lui, il est encore chargé en azote. N'oublions pas que notre première fermentation, dans notre modèle traditionnel, les levures ont consommé l'azote qui était dans les mous pour le transformer en vin. On se retrouve avec une deuxième fermentation où on va vouloir faire fermenter des levures, du sucre sec qu'on va apporter en externe, avec peu de nourriture pour la levure, parce que la levure, elle se nourrit pas du sucre, elle se nourrit de l'azote. Et donc, le mou qu'on va rajouter, lui, comme il n'a pas fermenté, il est encore riche en azote et il va apporter cette nourriture à la levure. Donc tu constates que tes prises de mousse, elles se font plus facilement en tirant au mou? En tout cas, j'ai pas de problème. Alors le problème, il peut venir par des choix que je fais, c'est de vouloir utiliser une levure indigène, donc pas une levure sélectionnée. Alors c'est une levure indigène qu'on contrôle. Alors je joue un peu sur les mots. Je la sélectionne quand même un peu, mais je regarde au moins toutes les levures qu'on a pendant les vendanges. On les identifie, on essaie de regarder celles qui fonctionnent bien et celles qui fonctionnent pas bien. Une levure qui va s'arrêter de fermenter et qui va pas finir les sucres, on l'écarte du modèle. Est-ce que le fait de tirer au mou, ça a une influence sur le goût de ton champagne, sur l'effervescence? Ouais, ça a une influence sur la texture de l'effervescence, parce que en fait, on rajoute un volume important avec du sucre qui est le même sucre que celui qui a fait la première fermentation, et j'ai le sentiment qu'on a une effervescence qui est beaucoup plus enrobée, beaucoup moins agressive, beaucoup moins dure que l'effervescence à base de sucre externe. Quelle qualité doit avoir un vin
pour supporter des élevages relativement longs? Honnêtement, en Champagne, je vois pas une parcelle en Champagne capable de pas encaisser un élevage long. Je pense que c'est plus lié à la méthode de production, au rendement. Il y a évidemment des parcelles avec des sols qui vont apporter plus soit le côté crayeux, soit le côté on peut aller chercher des sols qui vont apporter plus de tension dans les vins et qui vont du coup lui permettre d'avoir un vin avec un potentiel de vieillissement peut-être plus long, mais les choix viticoles que nous faisons en tant que vignerons ont un impact fort sur la capacité d'un vin à évoluer, plus que presque autant que son terroir. Et en Champagne, on a quand même une chance d'avoir des terroirs forts, avec beaucoup de diversité. Je pense entre des sols de Quiméridien et des sols crayeux de la montagne de Reims. On n'a pas les mêmes typicités de vin, pas les mêmes textures de bouche et pas les mêmes effervescences, mais on a un potentiel de vieillissement qui est absolument incroyable sur ces vins-là, quel que soit l'origine, enfin le lieu en tout cas. Donc oui, je pense que les élevages longs sont possibles sur la Champagne, les élevages longs sont possibles et nécessaires, et ça a un impact fort, encore une fois, sur la texture. Delphine, tu es d'accord avec Antoine ? C'est davantage les choix viticoles que la parcelle d'origine qui fait que... 100% d'accord, c'est pas une bulle qui va révolutionner les choses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une baguette magique, donc c'est vraiment le choix du travail tout au long de la saison, de la date de récolte. La date de récolte, c'est un point clé. Cette complexité qu'on recherche. Pendant de nombreuses années, on s'est entêté à regarder un équilibre sucre sur acide. Bon, aujourd'hui, on est passé bien au-delà de ça. Aujourd'hui, on va regarder nos maturités aromatiques, tanniques, structurelles, même si effectivement, elles sont peut-être moins importantes que pour des vignerons qui passent par de la macération. Ça a quand même un impact. On parlait de complexité. Si on n'a pas des vins de base qui ont cette complexité naturelle par nos choix de travail, on n'arrivera pas à avoir cette qualité de bulle. Et alors oui, on aura peut-être des vins qui vont tenir dans le temps parce qu'il y a du CO2 et que c'est un protecteur naturel, mais on n'aura pas des grands vins qui vont aboutir. Donc il est absolument nécessaire de faire les bons choix en amont. On ne corrige pas en aval. On n'est pas des magiciens. Par contre, on essaie d'être des bons techniciens. Donc, la protéine, les notions de complexité, les notions de colite protecteur, de vinification, d'élevage, le bois, la cuve, etc. Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte, bien sûr. Mais ce qu'on fait sur nos raisins et la qualité, la complexité de nos raisins, c'est la clé. Qu'est-ce qui peut te faire dire que tu veux prolonger un élevage sur un vin donné ou que c'est le moment de l'arrêter? Comment est-ce que tu choisis ça? En bouteille, tu veux dire? Ouais, l'élevage sur lit. Alors, bon, moi, je fais que des champagnes millésimés, donc c'est très lié aux caractéristiques intrinsèques de chaque millésime et à sa singularité. J'ai absolument aucune règle sur la garde, si ce n'est que quand même 5 ans minimum, c'est pas mal dans mon cas. Mais au-delà de ça, il y a des millésimes qui arrivent à maturité plus tôt, d'autres un peu plus tard. Donc, il faut pas s'imposer de règles, il faut vraiment vivre avec son vin, le déguster régulièrement, et puis encore une fois, faire bien les choses à la base. Une fois qu'on les a bien faites à la base, on est finalement que des traducteurs. On accompagne nos vins et on va essayer de les dégorger et de les commercialiser au moment le plus opportun. Alors, il y en a encore beaucoup qui en ont encore sous la pédale, hein, heureusement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'imposer de règles et il faut, encore une fois, essayer de vraiment faire bien le travail à la base. Et là, c'est naturel. Après, c'est comme tirer la ficelle sur une pelote, ça vient très facilement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît, un millésime qui est arrivé à maturité plutôt rapidement ces dernières années et un autre qui en a encore sous la pédale, comme tu dis? Ces dernières années, je vais remonter quand même un peu parce qu'on a la chance d'avoir quand même un peu d'historique en Champagne. On a des millésimes qui ont été très surprenants, comme 2003 par exemple, sur lesquels on a dit bon là, ça va pas marcher, il va y avoir peu d'acidité, il va y avoir une évolution très rapide. Et ça a été vrai, effectivement, dans les premières années de latte, 5, 6, jusqu'à 10 ans. Et puis en fait, c'est un millésime qui aujourd'hui nous surprend par un regain de fraîcheur. C'est pareil, si on n'attend pas, on ne peut pas savoir. Donc la preuve par l'exemple, ça reste la meilleure. Après, sur des millésimes plus faciles à identifier, je dirais 2005,
qui a une cinétique d'évolution très rapide, des acidités très basses, des acides maliques bas. Ça, c'est un marqueur qui est important pour garder, on va dire, l'épine dorsale du vin, d'avoir ces niveaux d'acidité avec les marqueurs d'acide malique. Et puis vous avez des millésimes que moi j'estime fantastiques, comme 2006, comme 2002, qui ont tout ce qu'il faut. Si on a été les chercher au bon moment, ils ont un niveau de complexité intéressant, ils ont des niveaux d'acidité, ils ont des pH bas, qui fait ce tampon qui permet au vin de vieillir. Donc ça fait des grands vins de garde. Et puis vous avez des millésimes peut-être un petit peu moins texturés chez nous, comme des 2012 par exemple. Et quand on goûte un 2012 dégorgé récemment, c'est presque encore un bébé aujourd'hui. Voilà. Donc il y a presque autant de règles qu'il existe de millésimes, et comme le disait Antoine, qu'il existe de configuration de terroir. En revanche, si on a été trop tôt chercher nos raisins, on n'est pas des magiciens. Voilà. Alors, je profite de ta réponse là pour faire un petit écart par rapport au thème, mais tu parles des pH. Là, tout à l'heure, on a parlé du fait que les degrés d'alcool augmentaient ces dernières années, et donc on a aussi les pH qui baissent. Est-ce que c'est de plus en plus difficile ? Ouais, les pH qui montent, pardon. Merci, oui. Donc l'acidité qui baisse et les pH qui montent. Oui, ouais. Nous, on n'était pas trop habitués à pas avoir de stabilité dans nos vins. Ces dernières années, on voit un petit peu ce que ça fait, effectivement. C'est plus difficile de faire des grands vins maintenant, ou des vins qui durent, on va dire ? Alors, c'est pas nécessairement plus difficile, mais il faut être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus exigeant. Avant, on avait une marge d'erreur qui était plus importante, des pH en dessous de 3, aux alentours de 3. Ça laissait une place à la liberté qui était plus facile. Aujourd'hui, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que des millésimes comme 22, par exemple, où on a eu une période de sécheresse, alors qui n'était pas sur les mêmes conditions que 20, par exemple, mais on a eu une période de canicule plutôt aux alentours de fin juillet. On s'est retrouvé en fait avec Fabrice le disait, les levures, elles ont besoin d'azote. Donc on avait des minéralisations dans notre saison qui n'ont pas été très bonnes. Donc quand il n'y a pas de minéralisation, il n'y a pas d'azote dans les sols, il n'y a pas de remontée d'azote dans la plante, et on a des carences azotées dans les raisins. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de nourriture pour les levures. Et quand on essaie de pas être ultra interventionniste, on essaie de pas trop suppléer en azote. Et on s'est retrouvé avec des mous carencés et des fermentations qui patinent. En fait, on avait des pH élevés, des fermentations qui patinent. On est pile dans le mauvais combo pour avoir des fermentations qui aboutissent sereinement. Donc il faut, je pense, moi personnellement, je prêtais assez peu d'intérêt à l'azote fut un temps. Je faisais mes analyses après les fermentations alcooliques. J'étais vraiment pas stressée. Je faisais juste les sucres, pour savoir à peu près où on allait atterrir. Mais aujourd'hui, moi, tous les mous sont analysés, du début jusqu'à la fin, pour connaître notre prise de risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre de risque, mais au moins on va savoir à peu près où placer le curseur. Et on voit qu'effectivement, on a des millésimes qui sont très diverses et variées, et ces carences azotées qui sont liées à une mauvaise minéralisation dans la saison, on va l'avoir de façon assez récurrente. Voilà, donc il faut être plus précis et pour être pas forcément si on ne veut pas tout bétonner tout le temps. Aurélien, tu vis la même chose dans la Marne que Delphine dans l'Aube ? De toute façon, tout le monde vit un peu la même chose. On va dire les vignerons, j'ai tendance à dire plutôt nord de l'Europe. C'est un peu cliché de penser comme ça, mais il suffit juste de regarder de notre fenêtre, nous, on va dire fenêtre septentrionale, ce qui se passe au Portugal, en Italie, l'Espagne, sud de la France. Le but, c'est pas essayer de copier ce qu'ils ont essayé de commencer à faire pour justement ces problèmes de sécheresse qu'ils ont, de difficultés à avoir des vins trop hauts en alcool et des difficultés de vinification si on veut aller s'amuser à, comme disait Delphine, à avoir un petit peu de liberté et une approche assez naturelle de la vinification. Mais c'est intéressant de voir en fait sur les 20 dernières années comment ils ont réussi à s'adapter. Sur les changements de pratiques viticulturales, de vinification, comment arriver à garder une fraîcheur, à essayer de maintenir des pH plutôt bas d'une manière naturelle. Moi, c'est vraiment cette vision viticulture à long terme et aussi sur des pratiques de vinification et je pense que c'est un peu le mot-clé de la discussion. Enfin, c'est le souci du détail.
Antoine disait, il y a plein de détails pour aboutir au potentiel de vieillissement des vins. Fabrice racontait le détail des levures, comment est-ce qu'on va pouvoir plus ou moins bien fermenter. Donc ça, moi, sur la viticulture, j'ai tendance à dire, oui, peut-être que dans l'Aube, avec des sols qui sont plus sur le Kérim méridien, donc qu'on ait tendance à moins supporter la sécheresse, du fait que nous, sur la Marne, on a cette craie du Sparnacien qui fait un peu le rôle d'éponge. Finalement, il y a toujours une certaine humidité. Il suffit aussi que les racines soient quand même dans cette craie du Campagnen. Et ça, c'est pas forcément gagné pour toutes les parcelles de la Marne. C'est plutôt une question de viticulture, j'ai tendance à dire. Mais donc, nous, on se pose des questions. On discute avec nos amis bourguignons. Ils se disent, voilà, on a basculé de milieu microbiologique sur les 10 dernières années. Donc aujourd'hui, se retrouver sur des vendanges 2018 avec des pH à 4 en Bourgogne, c'est pas normal. En Champagne, 2018, il y avait des jus qui étaient arrivés à des pH à 3,80. C'est pas normal. Enfin, en tout cas, c'est pas détail, Antoine. Voilà. Mais donc, pour montrer en fait l'évolution, comment elle peut être rapide, à nous de savoir pas de la contrôler, mais de s'adapter. Par contre, il faudra pas que 2-3 années pour pouvoir s'adapter. Donc, plus tôt on commence, plus tôt on expérimente, mieux le résultat en termes de durée sera. Je me souviens avoir fait, on n'a pas forcément le droit de faire ça en Champagne, des pétnates, les pétillants naturels, pour voir justement comment le souci du détail, il pouvait être important ou pas. Donc pétillants naturels pour les profanes ou les novices, du jus de raisin, on met ça en fermentation naturellement, les levures commencent à faire leur boulot et quand la densité est plutôt bonne, on met en bouteille. Donc ça veut dire que finalement il y a une période de vinification d'élevage de 5 jours. Ce qu'on appelle aussi la méthode ancestrale. Ou la méthode ancestrale. Et donc, finalement, quand on faisait déguster ça à l'aveugle, moi, un peu, la question, c'est de se dire, est-ce que vous avez arrivé à retrouver le cépage? Est-ce que vous avez retrouvé l'influence de la vinif? Est-ce que vous avez arrivé à retrouver l'année? Et oui, ça marchait. Alors après, on peut être plus ou moins d'accord avec la qualité de la bulle. Ça, c'est ce qu'on a parlé en première partie. Comment la prise de mousse, veut dire deuxième fermentation en bouteille, elle implique la vraie qualité, la vraie finesse. Ça, c'est une chose. Je pense qu'on est plutôt tous d'accord autour de la table. Mais par contre, l'impact terroir, variétal, millésime, il n'y a pas forcément beaucoup de détails, si ce n'est que tous les détails qui ont été faits durant la partie viticulture. Donc ça, moi, ça me remet quand même beaucoup en question. On parlait aussi que donner du temps au temps, c'était un gage de qualité pour certains vins, mais force est de constater que sur certains millésimes, un peu dans le style des 22, qui pour moi ont des tendances plutôt fragiles que solides, on a fait des vins vinifiés sans soufre parce qu'on estimait que c'était des choses qui allaient permettre de s'ouvrir plus rapidement et de les présenter d'une manière finalement dans le sens qu'on voulait. On n'a pas eu de regret à les présenter assez tôt, c'est-à-dire avec un élevage sur latte plutôt très court. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi très 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 joli dans le monde du vin, c'est qu'on peut y dire tout et son contraire et avoir des contre-preuves, mais en toute humilité et ça c'est pour moi je pense le plus important. Alors pendant longtemps le tirage il s'est fait avec des bouchons en liège et puis la capsule a envahi la Champagne et s'est généralisé. Aujourd'hui, moi, mes séjours récents, enfin des dernières années en Champagne, me font dire que le tirage liège est en train de redevenir un sujet d'intérêt très fort. J'en entends parler dans beaucoup d'endroits et dans des maisons de taille très différentes. Antoine, est-ce que tu es d'accord sur le fait que ça redevient un sujet d'intérêt fort et pourquoi, à ton avis? Oui, c'est un sujet d'intérêt très fort. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'en tant que vigneron et amateur de vin, on a toujours cette quête, c'est le sujet d'aujourd'hui, d'aller chercher des bulles les plus intégrées et des textures de bouche et des onctuosités. C'est un peu une quête permanente, quoi. Et le dernier moment où on peut, enfin c'est pas le dernier, mais un des moments où on peut avoir un impact dessus, c'est effectivement l'utilisation d'un bouchon plutôt qu'une capsule qui va rendre la seconde fermentation beaucoup plus hermétique. L'idée d'utiliser un bouchon, donc on se remet dans le contexte, c'est on met le vin en bouteille. Historiquement,
les seuls moyens qui permettaient de fermer les bouteilles pour les deuxièmes fermentations, c'était un bouchon. Le process champenois l'a un peu amélioré. On est passé avec des capsules, des bidules qui ont permis de maîtriser et d'atterrir, encore une fois, d'aboutir à un produit avec une régularité qui, pour le consommateur et pour le vigneron, était parfaite. Et ça a fonctionné. Donc il ne faut pas non plus le mettre en opposition comme étant une révolution qualitative. C'est plus un outil, moi je le vois comme ça, peut-être que mes confrères le verront différemment. D'ailleurs, il y a des maisons qui n'ont jamais abandonné. Il y a des maisons qui n'ont jamais abandonné. Quelques irréductibles. Gratien a un historique, Bollinger peut-être, ouais. En tout cas Gratien, pour l'avoir goûté sur des millésimes des années 50, et vous sur la même parcelle, en tout cas avoir fait des très belles dégustations chez eux jusqu'à aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Et donc l'utilisation du bouchon permet quoi ? C'est toujours ce travail sur l'oxygène. Les élevages en fût que l'on fait sur le côté un petit peu plus oxydatif, où on laisse rentrer un peu plus d'oxygène et un échange plus important, en tout cas entre le vin et l'air, et ce travail sur les lits qu'on peut retrouver en cuve ou en fût, on peut le retrouver aussi en bouteille. C'est cette oxydoréduction, le bouchon va apporter cet oxygène qui va se dissoudre dans le vin pendant quelques mois, qui va permettre aussi de travailler sur cette texture de bouche, cette onctuosité. Et les lits de la deuxième fermentation vont permettre d'apporter ce côté un petit peu plus protecteur et réducteur. Le bouchon joue ce rôle-là. Il joue le rôle de laisser de manière douce et délicate pendant les premiers mois entrer plus d'oxygène dans le vin. Notamment surtout les quelques milligrammes d'oxygène qui sont dissous dans le vin, qui sont contenus dans le bouchon. Donc oui, c'est quelque chose qui est utilisé par les vignerons de plus en plus aujourd'hui pour répondre à cette quête de travail sur la bulle, sur la texture, sur l'onctuosité. On essaye de faire des vins qui soient avec les plus grandes personnalités possibles, en tout cas du lieu sur lequel les vins sont produits. On pousse un peu les maturités, on pousse un peu les élevages, on baisse les rendements. On a ce travail, on est tous des amateurs de vin. Aller chercher ce dernier effort sur le choix qui va permettre de maîtriser la deuxième fermentation, en tout cas ce qui va fermer la bouteille, c'est fascinant et très intéressant. Fabrice, toi tu y es passé aussi au tirage liège, enfin t'en as fait un peu. Ouais, je fais des tirages liège sur les parcellaires depuis 2011. En fait, j'ai beaucoup appris avec l'ancien chef de cave de Bollinger, qui avait effectivement un historique de comparaison en tirage liège et tirage capsule. Et en fait, tout ce que j'ai découvert en dégustation comparative liège et capsule, pour moi, il y avait vraiment un monde très différent entre la capsule et liège sur des élevages relativement longs. C'est-à-dire, pour moi, je pense à partir de 4-5 ans, le liège a un réel intérêt. On a un profil d'oxydation qui est assez différent sur les premiers mois et sur les années entre le liège et la capsule. La capsule a cet avantage, comme disait Antoine, d'être régulière. C'est-à-dire on a la même quantité d'oxygène qui rentre tous les ans dans la bouteille avec une capsule, donc c'est une oxydation très progressive et très linéaire. Sauf qu'on est passé d'un modèle où avant on avait les vins dans des fûts avec une légère oxydation et on les met dans un truc où on les enferme, ils sont réduits et ils se réoxydent progressivement. Le liège a ce phénomène inverse. Effectivement, on a quelques milligrammes d'oxygène qui sont contenus dans le bouchon, qui vont rentrer dans la bouteille. Et on va avoir une oxydation importante au début, puis qui, elle, va être plutôt dégressive. Et qui, dans le temps, à mon sens, à partir de 4, 5, 6 ans, va avoir un gros avantage au regard de la capsule. Et tout ce que moi, j'ai eu le sentiment de goûter avant de m'y mettre, au-delà de 4, 5 ans, c'était 100 fois meilleur avec un liège par rapport à une capsule. Avec la difficulté d'avoir une petite irrégularité d'un bouchon à l'autre, le liège étant un matériau vivant. Mais qui s'est fortement amélioré ces 5-10 dernières années. On a eu de la chance. Et l'irrégularité, elle est constatée par des experts quand tu dégustes de manière très très précise. Mais le consommateur final, l'irrégularité, il s'en rend pas compte. Enfin, elle est indolore pour le consommateur. Elle n'a pour moi que des avantages. Je préfère avoir un truc qui goûte un tout petit peu différent d'une fois sur l'autre, mais comme je goûte pas assez souvent, je m'en souviendrai pas, mais qui est bien meilleur qu'un truc qui est tout le temps exactement de la même manière. Quand tu préfères goûter du Coca-Cola qui a tout le temps le même goût, ou un truc qui change un peu. Enfin, non, mais c'est un peu ça. Non, mais les bouchonniers ont fait un boulot extraordinaire. Il y a une amélioration qualitative du liège, de toute la filière, qui s'est structurée, qui s'est organisée, qui permet aujourd'hui, pour nous en tant que vignerons, d'apporter des bouchons qui ont une régularité de densité, par exemple. C'est tout con, mais un bouchon qui est tout mou par rapport à un bouchon qui va être très dur, ça va pas être le même échange. Et là, on va avoir des différences. Un bouchon et cette exigence-là, et la filière Champagne a beaucoup joué là-dessus pour les obliger à améliorer le process, pour apporter beaucoup plus de régularité. Et aussi, évidemment, pour les goûts de bouchon. La technologie aujourd'hui permet de baisser
fortement, de manière quasiment drastique, les volumes de bouchons qui sont contaminés par le TCA et qui donc qui génère, qui crée ce fameux goût de bouchon dans les vins parfois. Et ça, c'est devenu presque epsilon maintenant. Aujourd'hui, c'est un bruit de fond, quoi. C'est plus quelque chose qui nous fait flipper comme avant. Donc tout ça nous permet d'être beaucoup plus sécurisé quand on va tirer une partie 20, 30, 40% d'une production en liège plutôt que capsule. Faut pas non plus que ce soit folklorique. C'est-à-dire non, il faut que l'usage du bouchon ait un réel intérêt. Enfin, comme toute modification technique, je pense qu'il faut qu'elle ait un réel intérêt, et elle a un réel intérêt sur des élevages longs. Je suis moins d'accord sur des élevages à 15 mois avec du liège. Justement, quand tu dis que ce que tu as goûté là, c'était 100 fois meilleur avec le bouchon qu'avec la capsule, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce qu'il y avait de meilleur? Alors, je vais être assez simple en termes d'explication. C'est comme si tu écoutes de la musique, tu vois, puis tu l'entends un tout petit peu, c'est vachement bien, mais tu l'entends pas très bien. Puis en fait, avec un bouchon, tu mets juste le volume un peu plus fort. Et là, tu entends le truc. Tu as l'impression d'avoir une super sono et tout. Ben, c'est ça, en fait. C'est soit tu écoutes le truc avec un mauvais appareil et tu ne l'entends pas très fort, soit tu l'écoutes avec un super appareil, une super qualité audio, et là, tu as un truc magnifique. Ben, c'est ça la différence entre la capsule et le liège, pour moi. Ouais, sauf que c'est dans la bouche. Est-ce qu'il y a une notion aussi de... comme le vin s'oxyde un peu moins vite, de jeunesse qui est conservée ou de fraîcheur qui est conservée plus longtemps? Un peu comme on pourrait avoir quand on fait des élevages en Magnum ou en Jéroboam, on a l'impression que le vin vieillit moins vite. Est-ce que c'est un peu ça que tu décris? C'est exactement aussi ça, et je regrette aujourd'hui à titre personnel sur le domaine, on a les bouteilles en œnothèque, donc les vieilles bouteilles millésimées qu'on garde, toutes celles que j'ai gardées, que mon père a fait, c'est tout tiré capsule, et je regrette de ne pas les avoir dégorgées il y a 30 ans, et qu'elles soient en bouchon, parce que finalement, même si elles étaient dégorgées, ça sera mieux avec un bouchon, ou qu'elles n'aient pas été tirées à l'époque avec un bouchon. Parce que le bouchon, ce que tu as dû goûter chez Gratien, qui avait 50 ans ou 60 ans, ça paraît encore, je pense, d'une extrême jeunesse. Oui, mais avec ça ne l'aurait pas avec la capsule. À l'époque, avec ce jeu de variabilité de bouchon qui était pas toujours aussi qualitatif. Donc, oui, malheureusement, ça a influé aussi certains chefs de cave sur une orientation tout capsule plutôt que bouchon. Après, il y a un sujet financier, hein. C'est quand même, c'est un énorme sujet, quoi. J'allais demander, est-ce que vous pensez, Delphine ou Aurélien, est-ce que vous pensez que le bouchon, là, il a vocation à se développer très largement en Champagne? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Il va se développer un peu, Antoine l'a dit, mais pas de façon significative. Je vois pas la production de champagne passer en liège demain. Il y a certes un gain qualitatif. Moi, je suis d'accord avec Fabrice. Il est vraiment sur le long cours. Donc déjà, tout le monde ne garde pas ses vins très longtemps. On a quand même une majorité de turnover entre 15, 24, 36 mois. Donc le gain qualitatif est moins important. Et puis, il y a quand même un problème logistique derrière. C'est qu'on dégorge pas des bouteilles boucher liège comme on dégorge des capsules. Donc, non. Mais par contre, ça va un petit peu ça va se faire un petit peu plus sur des cuvées un peu particulières, je pense, un peu chez tout le monde. Mais plutôt sur le haut de gamme. Oui. Ouais. Et tu dis on dégorge pas de la même manière parce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que ça se mécanise pas de la même façon. Parce que des bouchons, ils sont tenus à moins qu'il y ait des bras robotisés qui arrivent, et ça je sais que c'est chez certains c'est à l'étude, mais ça se dégorge à la main. Alors on peut le faire à la glace, pareil, donc ça c'est déjà pas mal. Alors je sais pas comment vous faites vous chez vous, mais moi j'en fais pas de tirage liège, donc voilà, ça se fait à la glace, mais il faut une pince, donc c'est pas mécanisable, à moins que je me trompe, mais c'est pas mécanisable jusqu'à maintenant, donc tac t'as la pince, enfin c'est tout un art quand même, si tu veux pas paumer moitié de ta bouteille, donc voilà, ça prend plus de temps et donc ça coûte plus cher. Mais bon, avec un petit automate bien réglé, on ne sait pas, peut-être demain, ChatGPT va nous aider à développer ça. Puis si ça n'a pas de réel intérêt technique sur le goût du produit, pourquoi le faire? C'est juste ça la question, en fait. Un champagne que tu vas mettre en bouteille et que tu vas garder 24 mois, si le bouchon, il apporte rien par rapport à la capsule, je vais être pragmatique, mais ça n'a pas d'intérêt. Alors attends, c'est une bonne question, je te passe le micro après. D'accord? Pour que ça soit bien enregistré. Aurélien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, peut-être. Moi, de manière assez pragmatique, je me rends compte qu'aujourd'hui, pour moi, personnellement, il n'y a peut-être pas assez de bons lièges pour tout le bon nombre de vins qu'il y a sur la planète.
Donc je fais un peu de liège, mais je laisse les bons lièges pour mes copains. Voilà, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout avoir pour tout le monde. Par contre, il y a quelque chose qu'on fait, et je pense qu'il n'est pas anodin, parce que mine de rien, on a parlé beaucoup de la capsule, dont la manière, la régularité du transfert d'oxygène. De mémoire, quand on est tiré liège, au plus haut du liège, on est à 1,6 microgrammes d'oxygène par 24 heures. Alors que les capsules, que 90% des bouteilles sont utilisées en Champagne, on doit être à 0,2. Donc ça fait un gap quand même assez costaud. Et nous, au domaine, on utilise des capsules qui sont à 0,8. Donc aussi, enfin, il y a du bon aussi dans un peu la technologie et cette régularité que même si Fabrice dit que un peu de variabilité, au contraire, des fois, ça ramène un petit peu plus d'émotion, bouteille après bouteille. Faut pas que ça soit bouchonné. Mais en fait, cette régularité et cette constance de la capsule et en fait cette possibilité qu'on a de pouvoir choisir le transfert d'oxygène qu'on a, parce qu'aujourd'hui il y a un nombre incalculable de différentes capsules, mais très peu s'en intéressent. Nous, on a fait ces expériences-là, ces essais-là, et depuis, ça nous intéresse sur des vins qui ont à peine 24 mois de vieillissement sur latte, et ben on utilise des capsules avec des transferts assez larges, assez importants d'oxygène, et ça nous permet, c'est pas un accélérateur de temps, mais ça nous donnera jamais la cinétique que peut avoir un bouchon, mais en tout cas, ça nous donne la sensation que les vins, ils continuent toujours un petit peu plus à travailler avec l'oxygène. Voilà, donc ça c'était on aime bien faire du liège, pas pour ce côté, comme disait, folklorique, mais parce que voilà, c'est les vins qui vieillissent le plus longtemps au domaine, mais pour toutes les autres raisons qu'on a évoquées sur le côté pratique de la chose et cette difficulté à bien se sourcer en termes de qualité de liège, on reste plutôt limité en termes de production. Eh ben merci à tous les quatre. Je vous propose qu'on passe aux questions. Allez, on a une première question. Et du coup, vos instances et ODG, ils en pensent quoi de ces tirages en bouchon? Parce que j'entends que ça amène des côtés assez ouverts au champagne et tout, et je suis pas sûr que ce soit le trajet que prennent vos ODG, tout comme les nôtres, j'ai envie de dire. Alors, je me permets de compléter la question. Même question pour le tirage au mou. Qu'en pensent les ODG et le CIVC? Alors, j'aurais bien voulu répondre sur le liège, mais je vais quand même répondre sur le mou parce que je suis concerné. Pour le coup, le DG aujourd'hui est pas contre du tout, puisque on a un cahier des charges aujourd'hui qui nous permet tout à fait de tirer au mou de raisin. En fait, le cahier des charges appellation Champagne et au-delà de ça, le cahier des charges des VMQPRD autorise l'usage du mou de raisin en tant que liqueur de tirage, à condition qu'il soit issu de la même appellation. Donc, dès l'instant où tu utilises du mou AOC Champagne, tu as tout à fait le droit d'utiliser en liqueur de tirage. La seule règle que nous impose le cahier des charges champenois, c'est de faire un tirage après le 1er janvier qui suit la date de la vendange. Ce qui t'oblige à conserver ton mou de raisin non fermenté jusqu'au minimum au 1er janvier pour pouvoir faire ta mise en bouteille. Donc, ce qui fait que ça interdit le tirage à la vendange. Ça a évolué. Je peux me permettre de... Non, ça a évolué. On a quand même, enfin, je suis d'accord avec toi, mais ou du moins c'est en cours d'évolution, et on a la chance d'avoir des instances en Champagne qui sont assez réceptives et avec qui on peut discuter. Il y a plein de sujets clivants, mais globalement, on a la chance de pouvoir échanger avec eux de manière très importante. Moi, je l'ai fait sur un volume ultra conséquent de bouteilles en 2022. On a tiré 120 000 bouteilles au mou. Et évidemment, je voulais pas prendre le risque de garder des mous. En tout cas, je voulais sécuriser le process, et donc je voulais m'assurer de le faire avec la vendange 2023 et le faire pendant la vendange. Et donc, on a appelé les douanes, appelé le CIVC, on a appelé toutes les instances qui ont validé le process officiellement par écrit. Donc, on a voilà, pour répondre en binôme sur ta question, c'est les instances sont plutôt ouvertes. Pas forcément à répondre très rapidement, mais elles sont ouvertes, et en tout cas on fait partie des instances et on fait bouger les lignes, et ça se passe très bien. Et deuxièmement, le tirage au mou est quelque chose qui a pas vocation à mon avis à s'étendre du tout, mais dans un cas pour différentes raisons. Nous, c'est une raison d'alcool, on a pu le faire et ça s'est très très bien passé. Ouais, faut pas opposer nécessairement tout le temps les vignerons aux instances. Ouais. S'il y a de la discussion, enfin moi en l'occurrence le sujet à l'époque, il y a 20 ans, je suis allé voir la répression des fraudes en leur disant voilà, je veux faire ça, est-ce que j'ai le droit? Oui, le cahier des charges il le permet, et même si au cas où aujourd'hui, enfin je suis pas le seul à l'avoir fait, et certains le font aussi à la vendange depuis pas mal d'années,
Si c'est fait officiellement, il y a pas de sujet. Aujourd'hui, les gens, ils sont aussi là pour contrôler que les choses soient bien faites. Si tu fais ça avec une volonté de faire un bon produit et dans le sens de la qualité, ils ont aucune raison de t'interdire de le faire. Si tu achetais des raisins à Rungis pour faire ton tirage au bout de raisin, là, je pense que tu finirais derrière les barreaux. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il y a pas de sujet, en fait. En fait, je pense que l'ODG Champagne, comme dans toutes les autres régions de la France, faut pas oublier qu'une AOC, c'est un système pour moi qui est restrictif. C'est-à-dire qu'on doit cloisonner, qu'on doit mettre des garde-fous pour justement prétendre à toujours cette ambition qualitative globale de la Champagne. Donc s'il y a des vignerons, des maisons qui s'amusent à vouloir tirer au mou, faire des élevages prolongés sur latte en liège pendant 15 ans, je pense que qualitativement, ça peut faire que grandir la Champagne, la région. Donc ça, pour moi, c'est important. J'ouvre juste une fenêtre de dire qu'en ce moment, les ODG, elles ont plutôt d'autres idées d'esprit d'ouverture du cahier des charges, qui là, pour le coup, j'ai un peu de doute sur la qualité globale de la Champagne. Mais ça, c'est peut-être pour un autre épisode, parce que ça demande du temps. Et juste sur le tirage au mou, vous me dites si je me trompe, mais il y a quand même un défi sur le fait, quand on veut faire des champagnes millésimés. Parce que si on tire au mou, il faut tirer au mou du même millésime, non ? Alors, non. En Champagne, tu peux pas faire un millésimé. Non, mais Champagne, c'est 100%, justement. Pour le coup, ça fait 20 ans que je le fais. En fait, en gardant du mou non fermenté, tu fais du 100% millésimé. Donc, moi, aujourd'hui, tout le domaine est tiré comme ça. Je garde tous mes mous de la vendange et je fais mes tirages en avril, en juillet, en septembre de l'année qui suit. J'ai une énorme chambre froide où j'ai tous mes mous identifiés par parcelle et je vais retaper dedans quand j'ai besoin, quand je fais mes tirages de parcellaire. Et là, je suis millésimé, 100%, y a aucun sujet. Il faut juste conserver ton mou non fermenté. Et juste une petite parenthèse sur l'aspect environnemental et écologique. Conserver du mou de raisin dans une chambre froide, c'est 2 fois moins énergivore que de faire du sucre de canne, pire de betterave. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez. On n'a pas répondu sur les instances, sur la capsule et le bouchon. Alors, moi, j'ai posé la question à l'interprofession il y a plusieurs fois parce qu'en fait, quand on a dit nous on fait de l'expérimentation un peu empirique sur quand on dit c'est mieux en liège plus longtemps que la capsule, on le fait, on le goûte, on fait pas de mesure de relargage d'oxygène dans les mous, dans les vins, on fait pas tout ça. Enfin, moi, je suis pas équipé, on est peu équipé. Donc, plusieurs fois, moi, j'ai posé la question à l'interprofession. Et le CVC nous a dit, si on fait des expérimentations, on compare la capsule et le bouchon après dégorgement. Alors, ouais, mais on s'en fout de ça. Parce qu'en fait, on va pas mettre une capsule à la place de notre bouchon quand on dégorge. Alors, malgré tout, les gens se posent la question, parce que pour que l'interprofession expérimente là-dessus, c'est qu'ils se posent des questions. Et donc, j'ai appris depuis 2 ou 3 ans, l'Interpro a mis de l'expérimentation en place pour recomparer, donc des choses qui avaient été faites peut-être il y a 50-60 ans, de la capsule et du bouchon pour savoir pourquoi effectivement ce bouchon a un impact sur l'effervescence au-delà d'un certain delta. Donc ils sont pas contre, au contraire, parce qu'il y a quand même plein de grandes maisons qui le font, des maisons qui finissent par art, là, qui se sont mis à refaire du tirage liège, et c'est pas paillard. La question un petit peu, on va dire, simpliste, mais on a bien compris, je pense, après cette intervention, que les champagnes étaient quand même des vins avec une élaboration assez technique et pointue, où le moins de paramètres va rentrer en compte dans l'élaboration du produit final. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport à tous les changements qu'on a actuellement au niveau climatique et tout ça environnemental. Quels sont les principaux paramètres à veiller pour garder une constance sur la qualité des vins de champagne, et que sera le vin de champagne dans 30-40 ans pour vous? Alors, c'est pas tout de suite l'apéro après une question comme ça. Moi, je veux bien apporter un élément de réponse. J'ai eu une discussion très intéressante avec Pierre Villapaléja tout à l'heure, on n'était pas d'accord. Lui pense qu'en Champagne, le millésime va totalement disparaître parce qu'on est tellement soumis à des fluctuations climatiques, tout le monde, on les voit bien, que on va avoir des deltas qualitatifs importants, mais que finalement, au fur et à mesure du temps, il va y avoir des millésimes qui vont se compléter, s'équilibrer, et donc de les assembler, ça va permettre de garder de la régularité. Et ben moi, je trouve que c'est dommage de penser comme ça, parce que c'est un petit pansement, en fait. On est dans le curatif déjà quand on pense comme ça. Moi, je pense qu'on a encore quelques belles années devant nous. Par contre, il va falloir vraiment s'armer et travailler, c'est-à-dire que cette absorption de fluctuations climatiques, on a un truc juste gigantesque qui va pouvoir nous permettre de le faire. C'est un pied de vigne qui est planté depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui est enraciné, qui en a déjà vu un peu d'autres. Et si on le traite bien, si on comprend que la clé
surtout sur nos argilo-calcaires dans la côte des Barres, ça reste l'eau. Et si on maintient l'eau dans les sols, l'eau, c'est la clé biologique. Donc on maintient tous les processus biologiques, la minéralisation, les micro-organismes, les mycorhizes, la captation de toute cette minéralité qui est issue de la minéralisation, plus de l'eau, eh ben on maintient un tampon, c'est ça qu'on cherche en fait, le tampon. Donc on maintient un tampon et on va essayer de maintenir, alors je ne vais pas dire une régularité parce que c'est clair qu'il faut oublier cette régularité, mais on va réussir à absorber ces fluctuations. Moi j'aime bien un scientifique qui s'appelle Olivier Hamon qui parle de robustesse des systèmes. Eh ben, je pense que la robustesse des systèmes, qui soit économique, mais bon, ça c'est un peu notre question, mais de nos systèmes de production, ça va être essentiel pour absorber les fluctuations et nous permettre d'avoir de la régularité dans nos millésimes. Donc, on va oublier nos velléités de rendement. Bon, je pense que nous, on les a déjà un peu oubliées parce qu'on sait qu'on peut passer à autre chose aujourd'hui, au profit d'une plante qui a de la vigueur. Et avec de la vigueur, elle s'équilibre, elle a de l'énergie à donner pour se défendre, pour faire tous ces processus physiologiques dont on a besoin pour, encore une fois, absorber les fluctuations. Et donc, je suis peut-être un brin naïve, mais j'ai quand même vraiment envie d'y croire, parce qu'on a encore des outils dans notre boîte à outils pour mettre ça en place. C'est juste qu'on change un peu de prisme de viticulture, et enfin... Voilà, on est en train de se poser des questions, clairement, les couverts végétaux, des sols couverts, des palissages qu'on peut moduler. Voilà, on a encore des choses à faire. Utilisons-les avant. Je pense que c'est un peu ça qu'elle Aurélien pensait tout à l'heure, de faire table rase de notre matériel végétal et puis de penser au step d'après. Bon, le step d'après, il sera sans doute nécessaire il faudra y réfléchir. Hein. Mais moi, en 2100, je serai plus là pour le voir. Et j'ai envie de laisser à mes enfants pas un mur de 100 mètres à sauter, quoi. Voilà. On a déjà eu quelques millésimes chauds en plus ces dernières années, donc on sait un peu à quoi s'attendre. 2020, 2022, et puis on en a eu aussi par le passé. Et je pense que la discussion qu'on vient d'avoir sur des prises de mousse avec autre chose que du sucre, en tout cas de canne ou de betterave, peut jouer. On a déjà eu des millésimes chauds. On sait que la Champagne est résiliente à ce niveau-là. On sait que les sols calcaires, on sait que les sols crayeux, on sait que ça c'est des tampons à eau. On sait que ça permet d'avoir des sols qui fonctionnent même dans des extrêmes et d'arriver à faire des vins qui ont une précision et une justesse qui est assez incroyable. C'est très résilient mais l'acidité, en fait, c'est toujours pareil. La question, c'était est-ce qu'il y a des manques d'acidité. Les sels, enfin aujourd'hui le côté salin, le côté très minéral, une vieille vigne qui est enracinée, en gros, elle va ressortir de la salinité, de la minéralité, qui va faire saliver et qui va donner cette sensation de fraîcheur. Et je pense que les vins de lieu auront une importance encore plus, primordiale, parce qu'elles auront cette capacité à exprimer des choses qui font tampon en tout cas à la sensation, à l'acidité, qui vont permettre de garder de la fraîcheur dans les vins. Et ça, on l'a vécu en 2020, on l'a vécu en 2022 et on a fait des vins extraordinaires. Je crois, si la question c'est est-ce que le vin de Champagne aura pas le même goût dans 40 ans, je crois que la réponse elle est oui. Et puis aujourd'hui, il a pas le même goût qu'il y a 40 ans, mais finalement, c'est pas les mêmes personnes qui vont le boire. Donc on s'en fout. Enfin, en fait, moi on boit des vins des années 50 aujourd'hui, on les boit, ils ont 70 ans, mais on sait pas le goût qu'ils avaient dans les années 50. On le saura jamais. Alors, je reprends la question parce qu'il n'était pas au micro. Est-ce que qualitativement, on peut toujours s'attendre à un haut niveau en Champagne dans les décennies à venir? Oui, moi je pense que oui, mais après on a finalement la chance d'être le vignoble le plus septentrional de France. Pour essayer c'est pas une conclusion, hein, mais c'est un résumé. La Champagne, au travers des siècles de son histoire, elle a toujours réussi à s'adapter. Que ça soit avec les différentes crises économiques, les différentes utilités qu'ont pu avoir voilà les vins. Au début, on faisait des vins nature de Champagne. On n'en a pas bu beaucoup. J'étais pas persuadé de la réelle qualité et de la complexité de ces vins-là. Enfin, c'était des Pinot Meunier ou Chardonnay en vin tranquille avec des élevages très courts qui devaient être à 8 d'alcool. Là, pour le coup, niveau acidité, je pense que
le marché parisien, parce que finalement il y avait quand même pas mal de ces bouteilles-là qui arrivaient sur le marché local. Je pense qu'il devait être comblé en termes de fraîcheur. Mais aujourd'hui, on arrive à toujours arriver à s'adapter. Et comment est-ce que la vision du consommateur, in fine, enfin c'est un peu ça. Qu'est-ce que le consommateur aujourd'hui attend d'un champagne? Moi, j'ai déjà pas trop entendu de gens me dire ton champagne il est pas assez acide ou il est pas assez, enfin il est trop riche, il est trop mou. Bon, merci infiniment à tous les 4. Et on finit avec un petit commentaire de Stanislas. Oui, tu parlais de l'avenir des vins de Champagne. Moi, ça fait 20 ans que je vais goûter des vins clairs. Autant ils me déchaussaient les gencives il y a 20 ans, autant maintenant, on pourrait presque les boire maintenant. Et je me déchausse plus les gencives en côte de Beaune quand je vais goûter des blancs qui sont coupés très tôt pour lutter contre la chaleur. Et le deuxième truc, c'est que je trouve qu'on n'a jamais autant produit de bon champagne, malgré la peur qu'on avait de ce réchauffement. Moi, je les voyais, les commentaires il y a 15 ans qui me disaient oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec des millésimes chauds, enfin les 2005, ces choses-là, c'était assez pesant. Et en fait, on s'est rendu compte, ce que disait Antoine, la minéralité, ça sauve les vins. Voilà, en fait, c'est votre terroir qui prend le dessus, et c'est pas l'acidité qui vient marquer les vins, enfin qui vient les sauver. Merci Stanislas pour ce mot de conclusion. Et merci à tous les 4 d'avoir répondu à mes questions. Alors, dynamique ou pas la Champagne ? Merci Delphine, Antoine, Aurélien et Fabrice d'avoir partagé vos expérimentations, vos réussites et vos doutes avec nous tous. Merci Stanislas Payet pour cette belle aventure. Et merci, chers auditeurs et chères auditrices, d'être fidèles à ce podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre appli de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Je suis ravi d'avoir réalisé cet épisode pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Emmanuel Doré s'est occupé du générique original et le logo a été réalisé par Léna Mazilu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!